Bonsoir, merci à ceux qui nous suivent depuis le début, merci à ceux qui nous rejoignent d'ores et déjà ce soir. Et ce soir, justement, une question que l'on se posera. Qui pour payer la note du Covid-19 ? 5 milliards pour le chômage, 1 pour le droit de passerelle, 1 pour l'approvisionnement médical, plusieurs millions pour les allocations, plusieurs millions aussi pour les hôpitaux, ça c'est pour l'enveloppe fédérale. Si on passe à la Flandre ou à la Wallonie, on parle de 500 millions par la Flandre, 233 par la Wallonie. Et puis si on élargit encore un peu, on parle de l'Europe, bien entendu, la Banque centrale qui a promis 1000 milliards d'euros adressés aux différents États membres, et ce, sous la forme de rachat de dettes. Bref, face à la crise, les milliards semblent tomber du ciel. Et ça, c'est aussi une dette, évidemment, qui se contracte et qui se crée. On le sait, derrière chaque euro investi, adressé, offert peut-être, il y a forcément quelqu'un qui paye derrière. Alors, qui payera la note du Covid-19 ? Quelles sont les limites des mécanismes existants ? Quel schéma pourrait-on réinventer, revisiter ? Quelles leçons tirer du passé? Oui, c'est vrai. Nos politiques devraient-ils vraiment s'intéresser et s'inspirer des mécanismes qu'a connus notre histoire économique, histoire humaine aussi. Bref, autant de questions à se poser ce soir avec différents invités dont 2 sont en plateau avec nous. Bonsoir Bruno Coleman. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à l'UC Louvain et à l'ULB et membre de l'Académie royale de Belgique. Merci à vous d'être là ce soir. On profitera notamment de votre talent de vulgarisateur et de professeur pour y comprendre quelque chose dans ces milliards qui pleuvent. Bonsoir à vous, David Clarinval. Bonsoir. Vous êtes donc notre vice-premier ministre et notre ministre du Budget. Et vous êtes en première ligne pour évaluer l'impact sur les finances publiques. Bonsoir et merci d'être présent. Nous sommes aussi avec 2 invités via Skype. Le professeur Kenneth Bertrams, professeur d'histoire à l'ULB. Bonsoir à vous. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends parfaitement. Merci, bonsoir. Eh bien, merci d'être avec nous. Et enfin, Lucien Rigaud, chercheur au Centre de droit public de l'ULB. Lucien, vous vous êtes notamment intéressé à la sécurité sociale. C'est un large chapitre qu'on aura également envie d'aborder ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les 4, merci à vous de nous suivre. Et notre première question, elle sera adressée à notre ministre David Clarinval. Une photographie des euros qui ont déjà été engagés ou qui le seront. Parce que peut-être que ceux qui l'ont déjà été, c'est plus difficile à identifier, mais ceux qui le seront. On en est où aujourd'hui en Belgique ? Je parlais des milliards pour le chômage, pour la passerelle, pour l'approvisionnement, mais tous ces chiffres augmentent au fur et à mesure que le confinement augmente également. Alors on en est où ? Bien, en effet, chaque semaine, je fais le point avec mon équipe sur la situation budgétaire. Et donc, évidemment, au fur et à mesure que l'épidémie se maintient, que le confinement est maintenu, nos chiffres s'accroissent et donc augmentent puisque la période devient de plus en plus longue. Aujourd'hui, on peut dire ceci, c'est sur le plan du PIB, donc de la richesse économique de la Belgique, on est à une diminution, l'impact de la crise va être de moins 8%. Donc, on peut dire que fin de l'année, nous aurons moins 45 milliards d'euros dans l'économie belge en général. Au niveau des pouvoirs publics, donc de la Belgique, mais aussi des entités régionales, on a estimé que le coût direct de la crise, donc c'est l'argent que nous mettons pour acheter des masques, l'argent que nous mettons pour... L'argent qui vient directement du budget. C'est l'argent du budget que l'on utilise directement pour payer le chômage temporaire, pour payer le droit passerelle pour les indépendants, mais aussi pour donner des montants à l'INAMI, pour faire face aux dépenses. Il y a une provision interdépartementale qui permet de couvrir le rapatriement des Belges à l'étranger, et également les primes qui sont octroyées par les régions vis-à-vis des secteurs. On arrive là, aujourd'hui, à 13 milliards. Donc, évidemment, ce chiffre, il y a des estimations. Par exemple, pour le chômage, on pense qu'on reviendra à une situation dans un délai de 9 mois. Mais peut-être qu'il faudra plus longtemps. Et donc, à ce moment-là, le chiffre sera plus grand. Si on sait aller plus vite pour retrouver une période normale, on aura des chiffres qui seront plus positifs. Et donc, on a un impact direct de 13 milliards. Mais il faut tenir compte de ce que je vous ai dit tout à l'heure, du fait que la conjoncture économique est impactée de 45 milliards. Et dès lors, les impôts que l'État perçoit vont être moindres, puisqu'évidemment, si les entreprises sont moins riches, si les citoyens sont moins riches, les impôts collectés seront moindres. Et donc, on aura aussi un effet sur les recettes qui va venir s'ajouter aux 13 milliards qui ont été annoncés. Donc,
À l'heure d'aujourd'hui, quand on fait des extrapolations, ce qui est toujours très difficile, on est entre 25 et 30 milliards de déficit budgétaire cumulé pour les différentes entités, ce qui est évidemment un des déficits les plus importants, je ne vais pas dire de l'histoire, mais en tout cas, on s'en rapproche. Donc on peut dire 20 à 35 millions de déficit global. Pour les 13 milliards, est-ce qu'on peut dire vraiment 13 milliards de pertes sèches, disons, pour le budget? C'est comme ça qu'on peut l'appeler pour être sûr que tout au long de l'émission... Pour être clair, 13 milliards, ce sont des dépenses en plus et les recettes en moins, elles sont plus difficilement estimées. Mais les dépenses en plus, ça c'est certain, ce sera 13, peut-être plus, certainement plus. Et les recettes en moins, on va dire qu'il y en aura 10 à 15 milliards, mais ça c'est plus difficile à percevoir parce que ça dépendra de la reprise, de la rapidité de la reprise de l'économie. Eh bien, restons sur ce 13 milliards de coûts en fait dans le budget. Voilà, on va dire ça comme ça. Le 13 milliards, Bruno Coleman, ça c'est pour la Belgique. On le sait aussi au niveau de l'Union européenne, il va y avoir énormément de dettes. Ça, on en reparlera également. Mais si on veut bien comprendre, quand on parle de 13 milliards, donc, parce que c'est ça aussi que voit le citoyen belge, ce n'est pas 13 milliards, mais lui, il voit les annonces, 5 milliards pour le chômage, 1 milliard pour le droit de passerelle, 1 milliard. Et donc il se demande en fait comment est-ce qu'on crée cet argent, d'où vient cet argent, à qui on le demande. Et ça, on va vous le demander à vous. Voilà, ça peut s'expliquer de manière assez simple, et Monsieur le ministre l'a déjà fait en grande partie. Donc il y a une perte de revenus pour l'économie belge. En fait, des revenus des entreprises, des particuliers, des personnes qui ne sont plus payées comme auparavant, qui ont perdu leurs revenus. Et cette perte de revenus ne va pas revenir. Mais une partie de cette perte de revenus est compensée par l'État, qui doit aider les citoyens et qui, bien sûr, comme l'a dit Monsieur le ministre, reçoit moins de recettes. Et ça alimente ce qu'on appelle le déficit budgétaire. Donc l'État dépense plus qu'il ne reçoit. Alors un déficit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État doit, in fine, trouver cet argent, donc emprunter. De manière traditionnelle, un État emprunte auprès des banques, auprès des marchés internationaux. Mais il se passe que, comme lors de la crise de 2010 qui avait frappé certains États comme la Grèce, c'est aujourd'hui la Banque centrale qui va imprimer de la monnaie, qui va donc acheter ces dettes publiques nouvellement émises par les États et en contrepartie donner à ces mêmes États des billets qu'elle imprime. C'est comme si un nouveau créancier, qui est en fait le détenteur de la crédibilité de la monnaie, apparaissait et était tellement puissant qu'il avait la force d'acheter des obligations d'État et d'émettre ce que personne d'autre ne peut faire, des billets. Et donc finalement, en grande partie, ce sera la création monétaire, on le dit un peu simplement la planche à billets, qui va financer l'endettement. Alors, ça inquiète évidemment la planche à billets, parce que ça rappelle les temps d'avant-guerre, ça fait penser à ce qui s'est passé en Allemagne en 1923. On en reparlera également. Voilà, à différents domaines, mais ce n'est d'aucune gravité. Le pire serait justement de demander à l'épargne existante des Belges de financer l'État. Ça conduit à un phénomène de contraction de l'épargne qui est orienté vers l'État plutôt que vers des investissements privés. Et donc la Banque centrale joue le rôle qu'on attend d'elle, c'est-à-dire qu'elle crée de la monnaie. Le seul danger, éventuellement, c'est un peu de perte de confiance dans la monnaie, c'est peu probable, et c'est, dans des circonstances tout à fait différentes, un peu d'inflation. Parce que c'est vrai qu'on peut assimiler la planche à billets au fait qu'à un moment, les billets sont en quantité trop nombreuse pour être absorbés par le cycle de production et d'investissement. Mais nous sommes loin d'une situation d'inflation. On est plutôt en situation de déflation. Structurellement, et en plus, cette déflation est amplifiée par la crise. Et si tant est qu'un jour, on ait un peu d'inflation, d'abord, ce ne sera pas si mal, eh bien la Banque centrale pourra à ce moment-là arrêter ou tempérer ses opérations pour éviter qu'on ait de l'inflation. Donc, ce qui se passe maintenant est en fait le prolongement de ce qu'on a connu en 2010 et est une logique parfaitement acceptable. Et en fait, ça libère les citoyens de devoir canaliser, ou les entreprises, de devoir canaliser leur épargne vers le financement de cet État qui, comme l'a dit Monsieur le ministre, est aujourd'hui en déficit pour les circonstances qu'on connaît. Mais on s'en remet toujours à cette banque centrale, comme si elle était vraiment le maître de ce qui se passe autour d'elle. Elle l'est probablement, mais même la banque centrale a une limite. On se demande, est-ce que la banque centrale, et on reposera la question à l'historien qui est avec nous, de savoir, la banque centrale a-t-elle déjà été confrontée à un cas selon lequel presque tous les pays qui lui sont tributaires sont en faillite ? Il y a peut-être eu des cas dans l'histoire, mais en tout cas, ce qu'on voit de manière plus récente, c'est que le Japon le fait depuis quasiment 3 décennies, que la Federal Reserve américaine, qui est la Banque centrale américaine, le fait dans des proportions importantes, que l'Europe s'y est mise maintenant depuis 2010. En fait, tout ça n'est pas très grave. Qu'est-ce que c'est une banque centrale? C'est en fait le fabricant de monnaie. Mais c'est l'institut qui possède la confiance dans la monnaie. C'est la seule institution qui en fait a cette capacité d'imposer
ce qu'on appelle l'étalon monétaire, c'est-à-dire la confiance dans le bien ultime qu'est la monnaie à des concitoyens ou à des personnes qui sont ressortissants d'une zone monétaire. Et c'est pour cela que utiliser des billets récemment imprimés par la Banque centrale, c'est en fait donner de la confiance à la dette publique. Et que fait la Banque centrale en achetant des dettes publiques? En fait, elle échange du papier émis par les États contre du papier, des billets de banque, qu'elle émet elle-même. C'est une sorte de symbiose entre deux confiances, la confiance en l'État et la confiance en la Banque centrale qui est on va dire la garante de l'étalon monétaire. Donc d'après vous, la Banque centrale est isolée de toute menace. On ne pourrait jamais arriver vraiment à la limite de la Banque centrale. On pourrait imaginer des situations au moment d'hyperinflation. On l'a vu au Venezuela, on l'a vu au Zimbabwe, c'est assez rare, mais contextuellement, on n'est pas du tout dans cette réalité. Et de toute façon, nous n'avons pas d'autre choix. Parce qu'on a connu cette situation en 81. En 81, on a vécu une situation économique un peu désastreuse, avec un État qui s'est endetté, et on vit encore maintenant avec les séquelles de cet endettement public. Et on a eu affaire à ce qu'on appelle en anglais un phénomène de crowding out. C'est-à-dire que l'épargne était tellement aspirée par l'État pour le financement de sa dette, que l'épargne des particuliers et des entreprises était canalisée vers l'État plutôt que vers les investissements productifs. Et donc, ça a asséché l'économie. D'autres mesures ont dû être prises en 82 pour contrer ce phénomène. Donc, on sait plus ou moins ce qu'on doit faire parce qu'il y a des référents dans l'histoire et surtout qu'on a, en fait, en 2008, appris à gérer une situation de crise qui est un peu systémique. Vous évoquez les différents épisodes de l'histoire auxquels on peut ou non se référer. Nous, on s'en réfère à Kenneth Bertrams qui est avec nous ce soir, professeur d'histoire à l'ULB. Kenneth, peut-on vraiment aujourd'hui comparer ce qu'il se passe? Alors, je vous le rappelle, 1 mois de confinement, un peu plus aujourd'hui, comparé à des épisodes historiques qui nous ont plongé et qui ont plongé le monde, l'Union ou la Belgique dans une crise sans précédent. Aujourd'hui, à quels épisodes historiques peut-on se référer? Honnêtement, on manque de références. C'est-à-dire que notre boussole est un tout petit peu perturbée dans la mesure où des crises économiques, des crises sociales et économiques, politiques d'envergure, il y en a déjà eu beaucoup dans l'histoire, spécialement au XXe siècle d'ailleurs, où on a toutes les données qu'il faut. Mais cette crise-ci, sur le plan économique et social, est un tout petit peu différente, puisque les fondamentaux ont été remis en bonne santé depuis la crise de 2007-2008 et que tout à coup on se trouve dans un choc en matière d'offres alors que d'habitude ce sont plutôt des crises de surproduction où c'est la demande finalement qui se trouve un peu à plat. Là c'est pas forcément le cas et on est en train de chercher des solutions. Alors il y a toujours évidemment des points de comparaison qu'on peut avoir. Je parlerai plutôt de points de perspective qu'on pourrait avoir, que ce soit après la Première Guerre mondiale. Alors, on a beaucoup glosé sur la fameuse grippe espagnole de 1918, qui est une comparaison avec la crise sanitaire que nous vivons, mais en fait qui est très différente, puisque la grippe espagnole de 1918, qui a connu 2 vagues, 18 et 19, est en fait et avant tout une crise sur une autre grande crise. Et la crise économique et politique majeure, c'est la crise de la Première Guerre mondiale qui a duré 4 ans. Alors j'insiste bien, 4 ans, on ne parle pas d'1 mois ou de 2 mois, il faut bien se rendre compte là que tout le système international est complètement à plat et là il a fallu pas mal d'inventivité pour se remettre en selle et surtout faire des essais et des erreurs. David Claraval, quand on dit 1 mois comparé à 4 ans, là le ministre que vous êtes peut peut-être répondre qu'il y a tout de même un gros risque malgré qu'on ne parle que d'1 mois aujourd'hui plus de confinement? C'est certain que comparé avec la guerre 14 est quand même... on ne peut pas comparer la situation aujourd'hui avec celle de la guerre 14 qui était quand même plus impactante. Mais je voulais abonder dans le sens de M. Coleman pour vous dire que, par exemple, aujourd'hui, les besoins de financement de l'État et de l'Agence de la dette font que les emprunts que nous faisons pour le moment auprès des banques, eh bien, jusqu'à presque 3 ans d'échéance, on a des taux négatifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État emprunte à un taux négatif et que dès lors, quand l'échéance approche, il rembourse de l'argent en moindre quantité que ce qu'il a emprunté. C'est assez paradoxal, mais ça démontre tout à fait que M. Coleman a raison de dire qu'il y a aujourd'hui une capacité de la Banque centrale de pouvoir nous aider à travers ce genre de financement indirect, puisque ça passe via les banques. Et donc, c'est un élément qui est quand même réconfortant, parce qu'il faut aussi savoir que, en plus des chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que la volonté est quand même de mettre en place, au niveau européen, mais certainement au niveau belge, un plan de relance qui va permettre aux entreprises qui ont eu un stress de liquidité, un stress de solvabilité, maintenant de pouvoir repartir de l'avant et permettre aux entreprises de faire un bridge, un pont sur cette crise qui aura duré quelques mois, mais des mois quand même terriblement impactants. Il faut savoir qu'il y a quand même
1 300 000 travailleurs salariés qui sont au chômage aujourd'hui et qui ne l'étaient pas avant. On a 400 000 indépendants qui sont au droit passerelle. Ce sont des situations dramatiques. Ce sont parfois des petits indépendants qui n'ont pas beaucoup de réserves en termes de liquidité et qui sont aujourd'hui avec leurs comptes privés qui sont vides. On a 20% des ménages qui estiment qu'ils ont une perte de revenus de plus de 10%. Et paradoxalement, M. Coleman, figurez-vous que les montants qui sont sur les comptes d'épargne s'accroissent. On a donc un paradoxe qui est que on a une forme d'épargne forcée qui est faite sur les citoyens parce que, comme le disait votre historien ici, on a des gens qui ne peuvent pas dépenser leur argent dans une certaine mesure parce qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas aller au restaurant, parce qu'ils ne peuvent pas acheter une voiture. Et parce qu'il y a peut-être une crainte aussi de voir la situation prolonger. Il y a aussi une crainte. Rester prudent. Je pense qu'en effet, vous avez raison, les deux. Mais macroéconomiquement parlant, on a ce paradoxe que l'épargne forcée engendre un accroissement du nombre d'euros sur les comptes d'épargne des Belges. Et donc, c'est quand même une situation assez intéressante à observer sur le plan macro, en sachant qu'il y a, par ailleurs, 1 300 000 travailleurs qui sont au chômage. Donc, il va falloir que l'on injecte un plan de relance pour justement réorienter ces moyens financiers vers ceux qui en ont besoin, pour ne pas les laisser au bord de la route. Et inviter un moment à la dépense, en fait. Surtout sur le plan social, pour éviter qu'il y ait des drames sociaux qui sont, et si la crise dure, qui seront de plus en plus présents, mais aussi pour permettre à ces entreprises, à ces indépendants, ces commerçants, qui ont subi une crise, je pense à l'Horeca par exemple, qui vont peut-être être fermés pendant 3 ou 4 mois, de se relancer et de pouvoir repartir de l'avant. Et donc là, il faut que l'État puisse orienter les moyens vers un plan de relance adapté. Rebondissons un instant sur ces personnes fragilisées que vous évoquiez, et on va s'adresser à Lucien Régaud, puisque ici on ouvre quand même un petit chapitre consacré à la sécurité sociale. Ça a été tout de même un chapitre sujet à questionnement, à savoir est-ce que la sécurité sociale sera remise en question par la crise ou précisément revalorisée du fait qu'en réalité de nombreuses personnes survivent aujourd'hui uniquement grâce à la sécurité sociale. Lucien Régaud, cette crise a-t-elle impacté, à votre avis, la sécurité sociale? Vous l'étudiez en ce moment? Ce qui est assez fou et à la fois tragique et en même temps formidable avec la crise du Covid-19, c'est qu'elle a mis en lumière les faiblesses de notre système de sécurité sociale. Il y avait des problèmes latents qui existaient et qui sont maintenant visibilisés. Je pense par exemple aux indépendants qui sont complètement marginalisés du régime de sécurité sociale. Je pense aussi aux coupes récurrentes dans les soins de santé qui ont rendu plus fragile le système de soins de santé au choc épidémique. Aussi aux personnes isolées qui sont dépendantes et qui sont maintenant dans une isolation physique et sociale. Les personnes sans abri aussi. Comment se confiner lorsqu'on n'a pas de logement? Toutes ces personnes sont désormais visibilisées en cause grâce à la crise. Et donc, ça, c'est un des éléments positifs, on va dire, de cette crise, c'est que ça crée aussi un élan de solidarité. On l'a vu pour les masques, on l'a vu lorsque le gouvernement, par exemple, octroie des aides aux entreprises ou aux indépendants. Et donc, il y a un certain élan de solidarité. Mais clairement, la sécurité sociale va être impactée, parce que ça a déjà été plus ou moins dit, mais les dépenses vont augmenter, étant donné que les personnes qui arrêtent de travailler ne vont plus cotiser directement en sécurité sociale, et les recettes vont aussi diminuer. Donc c'est plutôt l'inverse. Les recettes vont diminuer parce que les personnes ne cotisent plus et elles vont augmenter parce que le chômage, par exemple, va augmenter. Donc c'est effectivement compliqué pour la sécurité sociale, mais ça permet aussi d'avoir une perspective à long terme sur les fondements et les raisons d'être de la sécurité sociale. Oui, c'est un peu paradoxal puisque à la fois cette crise a mis en exergue, a rappelé s'il le fallait l'importance de la sécurité sociale et à la fois elle risquera de la mettre en danger. Je vous propose de marquer une courte pause, on vous entendra tout à l'heure Bruno Coleman. Merci de nous suivre, on se retrouve dans une toute petite minute. À tout de suite. Elite 24 remercie les marques présentes dans cet écran de continuer à vous accompagner et de soutenir notre mission d'information. Deviendras-tu le meilleur joueur de poker de Belgique? Lance-toi dans l'aventure poker grâce à Governor of Poker 3. Joue gratuitement et sans engagement contre des joueurs du monde entier ou avec tes potes. Améliore tes compétences ou bluffe tes adversaires. Governor of Poker 3, le jeu de poker pour mobile le plus sympa de Belgique. Télécharge maintenant l'appli et joue gratuitement. Je capte pas le wifi. Tu as mis le lait. Non. Papa, je capte pas le wifi. Peut-être par ici. Je capte pas le wifi. Peut-être par ici. Peut-être par ici. Je capte pas le wifi. Arrêtez de chercher le Wi-Fi. Vous Wi-Fi Plus, c'est l'internet ultra rapide partout dans la maison.
que vous soyez à 2 ou à 10. Car ce qui compte pour vous, compte pour nous. Vous d'abord. Et chez vous, testez les pièces de votre maison sur lavitessepartout.be. 20h35 sur LN24, merci à vous de nous suivre et on poursuit tout de suite sur ce chapitre de la sécurité sociale avec vous Bruno Coleman. Vous disiez, on est un peu trop critique, il faut remettre en valeur la sécurité sociale et rappeler ô combien elle a finalement fonctionné pendant cette crise. Mais bien sûr, alors c'est clair que cette crise sanitaire, cette crise pandémique, c'est ce qu'on appelle un stress test, c'est-à-dire un test d'une situation extrême qui est tout à fait imprévisible, mais qui montre quand même quelle chance on a d'avoir une sécurité sociale qui n'est sans doute pas parfaite, qui est sans doute insuffisamment financée dans certains domaines, mais qui a permis de constituer depuis l'après-guerre ce qu'on appelle l'État social, l'État providentiel. Et il faut se rendre, et je crois que cette crise va nous faire comprendre la valeur des biens publics. Par exemple, bien sûr qu'il y a des faiblesses dans le domaine médical, et moi je suis bien placé pour en parler parce que je ne suis pas qu'économiste, je suis aussi administrateur de l'hôpital Erasme. Donc j'ai vu d'autres réalités. Il y a des besoins de financement. Mais en même temps, il y a toute une structure de l'État qui fonctionne, qui accorde des biens gratuits. C'est la santé, c'est la protection des biens et des personnes, c'est l'éducation. Et toutes ces réalités doivent être refinancées, mais n'ont pas si mal fonctionné. Et bien sûr, aujourd'hui, on peut se plaindre du fait que certaines personnes soient hors champ. Et il n'était pas prévu, effectivement, comme l'a dit M. le ministre, qu'1,3 million de personnes soient au chômage. Mais globalement, on a quand même des mécanismes qui fonctionnent très bien. La vraie question qui va se poser dans les prochaines années ou les prochains trimestres, c'est de savoir quel équilibre on va vouloir trouver entre une économie libérale, engagée vers la spontanéité de l'économie, vers la spontanéité du capitalisme, et le financement de la sécurité sociale, qui elle-même est à la base d'une certaine répartition. Donc c'est un rééquilibrage de l'État et du rôle des marchés qui va devoir être mis en place. Mais ce rééquilibrage, d'après vous, se fera au profit de la sécurité sociale ou au détriment d'elle ? Probablement au bénéfice de la sécurité sociale, parce que d'abord cette crise pandémique ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, il y aura la crainte qu'il y en ait d'autres. On va apprendre la véritable valeur des biens dont on a besoin et qui étaient auparavant des biens d'exception, comme la médecine, et donc on va sans doute refinancer la sécurité sociale au prix de financement peut-être différent en matière de fiscalité. C'est une bonne chose de le faire. Ça ne se passera pas de manière violente, ça se passera de manière progressive. Donc cette crise, en fait, révèle de très très bonnes choses, tout en démontrant quelques insuffisances bien évidentes, mais on est dans une perspective de chute de la richesse nationale qui aurait été inimaginable, même dans les pires cauchemars des économistes. Lucien Régaud, vous y croyez à ce rééquilibre entre la sécurité sociale et l'État ? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers ce schéma-là au sortir de la crise, ou d'après vous, elle est trop menacée encore ? Tout à fait, je rejoins ce que vient de dire Bruno Coleman, dans le sens où sans sécurité sociale, ça aurait été vraiment un drame social. Donc c'est clair que ça montre l'importance de cette sécurité sociale et pourquoi elle existe. Il faut juste pouvoir effectivement la repenser et refonder un nouveau contrat social qui puisse justement prendre en compte toutes les personnes qui sont marginalisées et qui sont rendues visibles par la crise du coronavirus. Mais effectivement, ça passera, je pense, par un refinancement de la sécurité sociale. Vous évoquez le refinancement, peut-être un mot, Lucien, à propos de ce financement de la sécurité sociale. Comment ça fonctionne ? Petite parenthèse. Alors oui, le financement de la sécurité sociale, il est dit contributif, c'est-à-dire que globalement, essentiellement, les personnes qui perçoivent des allocations, ce sont celles qui y ont financé. Après, il y a des exceptions, c'est comme pour les soins de santé, et fort heureusement, certaines personnes ne contribuent pas à la sécurité sociale, mais perçoivent quand même des indemnités pour se soigner. Donc, l'essentiel du financement, il est les contributions sociales, en fait. Ce sont les contributions sociales que payent les travailleurs, les employeurs, les personnes indépendantes. Et ça représente plus ou moins 60% du budget de sécurité sociale. À côté, le reste est financé par ce qu'on appelle le financement alternatif. C'est-à-dire qu'en fait, les contributions sociales ne sont pas suffisantes pour financer l'ensemble des dépenses de la sécurité sociale. Et donc, il faut un financement alternatif. On va chercher dans d'autres mannes financières, comme principalement la TVA, les accises ou le précompte mobilier, pour combler ce déficit budgétaire. Et cette part de financement alternatif, elle représente plus ou moins 30% du budget de la sécurité sociale. Merci beaucoup, Lucien Régaud, pour cet exposé. Et David Clarinval, du coup, maintenant qu'on sait exactement comment fonctionne la sécurité sociale, on entend de plus en plus souvent, avec de grands guillemets, dans la presse, des voix s'élever pour dire « Oh là là, on parle de budget au détriment de l'humain, on parle de l'économie au détriment du fonctionnement social qui suivra peut-être le coronavirus. » Ici, en termes de sécurité sociale, d'après vous, et au vu des recoupes que vous allez devoir réaliser, la sécurité sociale sera protégée ? Mais, plusieurs choses à dire. Tout d'abord, quand
1 300 000 travailleurs sont au chômage, 400 000 indépendants, droit passerelle. Je pense que aider ces personnes-là, c'est du social. Et ceux qui disent le contraire feraient bien de réfléchir un peu avant de faire ce genre de slogan. Et ceux qui disent que c'est pas assez, les 1 200 € par exemple? Les modalités peuvent être évaluées, ça je ne dis pas, mais convenons quand même que la sécurité sociale a bien fonctionné ici, que le gouvernement actuel a pu prendre des mesures rapidement pour éviter justement que toutes ces personnes soient laissées au bord de la route. Par contre, et je m'en réjouis, et ceux qui caricaturent aujourd'hui, j'entends qu'ils veulent profiter du fait que le baril est bas pour taxer les carburants. Moi, je trouve pas ça très social de dire avec une idée pareille aujourd'hui. Donc voilà, pas de polémique. Mais cependant, le vrai débat, votre interlocuteur vient de le dire, c'est que 60% de la Sécu, du budget de la Sécu, repose sur les travailleurs. En synthèse, donc sur les contributions, sur les cotisations sociales des travailleurs. Et ça, c'est un vrai débat. Parce qu'il me semble-t-il, et donc on voit que 40% viennent de l'État via d'autres cotisations. Et donc on pourrait en effet avoir ce débat-là de savoir est-ce que c'est normal que ce soit les travailleurs qui financent encore 60% de la Sécu. Est-ce que la sécurité sociale ne devrait pas être financée par d'autres moyens? Pas pour diminuer l'enveloppe générale, mais pour ne pas que ce soit les travailleurs qui, finalement, soient ceux qui contribuent le plus. Et dès lors, engendre un coût du travail qui est, par rapport au reste des travailleurs dans le monde entier, qui est moins compétitif et qui donc engendre une économie qui tourne moins vite. Et dès lors, c'est une forme de frein pour la compétitivité de nos entreprises. Donc, moi, je plaiderais plutôt pour qu'on ait un financement de la sécurité sociale qui soit plus alternatif, qui soit financé par d'autres moyens plutôt que le travail, parce que c'est ça qui pose de vrais problèmes de compétitivité. En précisant bien que notre but est vraiment de garder une enveloppe aussi grande, voire encore plus grande, puisqu'on sait que chaque année, il y a une indexation qui est prévue de manière légale. Bruno Coleman, ce serait envisageable après la crise? C'est un propos très interpellant et moi j'ai eu l'occasion d'écrire quelques contributions sur le sujet. En fait, on a deux systèmes parallèles en Belgique. On a la sécurité sociale, et M. Rigaud l'a très bien dit tout à l'heure, qui est de nature assurantielle. On cotise, on reçoit. Et puis il y a l'impôt, qui relève d'une autre logique, qui est basée sur ce qu'on appelle la capacité contributive, la capacité à contribuer au financement de l'État. Et en fait, le système assurantiel de la sécurité sociale conduit effectivement à ce que ce soit les revenus uniquement professionnels qui contribuent essentiellement, M. Rigaud l'a dit pour 60%, au financement de la sécurité sociale. Pourquoi ne pas imaginer une autre base de perception, puisque déjà indirectement, c'est le cas par des recettes de TVA. Et on pourrait imaginer, mais ça demande évidemment un changement de paradigme, un moment de juxtaposer la fiscalité et la sécurité sociale. C'est-à-dire de faire de chaque individu une unité fiscale et parafiscale, fiscale et sociale, qui contribue et reçoit en fonction des revenus que cette personne reçoit de différentes natures. Ça change le paradigme, mais ça permet aux personnes qui sont uniquement des travailleurs d'avoir une base qui soit un peu différente que celle qu'on leur impose maintenant. D'autres pays le font, pourquoi pas en Belgique ? De toute façon, on va devoir changer la logique parce que, comme nous vivons un choc de revenus professionnels, en partie compensé par l'État, comme l'a dit M. le ministre, on va devoir certainement repenser de manière structurelle, quand cette crise aura, je l'espère, atténué ses effets, le financement global de la sécurité sociale. Donc, gardons un État social, gardons un État providentiel, pas au sens de l'après-guerre, mais un État plutôt social stratège, et repensons le nouveau pacte social et fiscal. C'est une réalité qui va s'imposer. Alors ça, c'est une réflexion qui survient à de nombreuses reprises depuis la crise du Covid, c'est de savoir est-ce que véritablement cette crise laissera la place à un nouveau système, que ce soit un nouveau système social, un nouveau système économique, à des nouvelles valeurs, à des nouvelles valeurs que l'on partagerait entre citoyens. Bref, là, je vais alors m'adresser plutôt à l'historien qui est avec nous. Kenneth Bertrams, à quel point une crise peut être synonyme de bouleversement de la société? Parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, les crises n'ont pas toutes amené à un bouleversement et à un changement de paradigme. Non, loin s'en faut, mais en entendant déjà vos invités, j'ai l'impression que ce qui se dessine, c'est un consensus sur des valeurs presque existantes, et notamment... On est sur des paroles et de la théorie, à voir évidemment ce qu'il en sera au sortir de la crise. Bien sûr, mais ce que je note clairement, c'est déjà un attachement viscéral à la sécurité sociale, très clairement. Et pour cela, il faut revaloriser les acquis, et notamment aussi tout le corps médical qui s'est fort impliqué dans la gestion de cette crise. Donc ça, il faudra l'entendre. Pour la question que vous me posez, bien entendu, il faut voir les configurations politiques, les conjonctures, mais la plupart du temps, c'est le terme en anglais qu'on entend souvent, il ne faut jamais gâcher une bonne crise, pour réfléchir sur l'opportunité, pour réfléchir sur finalement qu'est-ce que nous voulons vraiment construire
construire en société? Est-ce qu'il faut redémarrer comme avant? Est-ce qu'il faut redémarrer le plus vite possible en avant? Ou au contraire, jeter les bases peut-être une société plus juste, plus solidaire, avec, et je l'entends avec grand plaisir de la part de Bruno Coleman, une réflexion qui pourrait être menée notamment sur le changement d'un paradigme fiscal. Je tiens à signaler que ce changement d'un paradigme fiscal a chaque fois été entamé, notamment à la suite de grandes crises, la plus importante étant celle des années 30, et c'est le président américain, là c'est pour une fois le modèle qui vient des États-Unis en matière sociale, qu'il a introduite avec Roosevelt, en introduisant une fiscalité qui est vraiment de plus en plus axée sur les hauts patrimoines, et pas uniquement sur les revenus du travail. Donc ça c'est une réflexion vraiment à mettre en place aussi. L'idée à ce moment-là était de relancer l'économie assez rapidement, ajuster évidemment cette révolution fiscale à une politique monétaire qui ne soit pas une politique monétaire de prestige ou en tout cas arrimée à l'étalon or. Il faudrait beaucoup plus aller dans le détail là-dessus et également mettre en place une politique économique et industrielle de remise au travail. On n'en est pas là, mais tout ça pour dire que clairement, il y a des moments opportuns, des momentum et peut-être ça en fait partie. Voilà, plus de solidarité pour peut-être sauver l'économie, une question qu'on se pose et à laquelle on essaiera de répondre dans une petite minute. On doit marquer une courte pause. À tout de suite. LN24 remercie les marques présentes dans cet écran de continuer à vous accompagner et de soutenir notre mission d'information. C'est le bon moment pour vous évader. Quoi que vous regardiez, ce sera un excellent choix. Car ce qui vous passionne, nous passionne, tout le meilleur des films et des séries, c'est sur BTV. Et c'est chez vous avec une super promo. BTV à seulement 14,99 € par mois pendant 1 an ou inclus dans les plus beaux packs. Vous d'abord. Prenez le temps de surfer sur Carrelage Salvatore et .be. Venez vous inspirer et vous donner des idées pour changer votre intérieur. Inspiration, découverte et promotion. Carrelage Salvatore et .be. Les carrelages Salvatore sont toujours à vos côtés. – 20h47 sur LN24. Merci à vous de nous suivre. Merci à tous nos invités d'être là ce soir. On évoque le changement, peut-être, en cette seconde partie d'émission, puisqu'on évoquait la façon dont il fallait relancer l'économie. Avec vous, David Clarinval, vous souhaitiez nous parler de la réindustrialisation. Mais disons qu'en effet, la crise va engendrer pour moi plusieurs changements fondamentaux et structurels. Il y a l'aspect fiscal, on l'a évoqué, diminuer le coût du travail pour permettre aussi une revalorisation de certains métiers qui, par le passé, ont peut-être été trop peu valorisés, parce que la meilleure manière d'attirer des infirmières dans les hôpitaux, c'est de mieux les payer, tout simplement. Et donc, à un moment donné, il y a ce débat-là qui doit avoir lieu, mais il y a aussi le débat de l'industrialisation, de la désindustrialisation de l'Europe. Aujourd'hui, on constate que même au sein de l'Union européenne, certains pays capturaient des masques qui étaient promis à d'autres États. Certains pays réquisitionnaient des productions. Donc ce sont des phénomènes qu'on n'avait plus vus depuis des dizaines d'années. Et pourquoi ? Parce qu'en Europe, on n'avait plus assez de capacité de production de certains produits. Alors je ne pense pas qu'il faut réintroduire des industries polluantes et ce genre de choses, mais par contre, avoir une politique européenne et belge qui vise à remettre des industries sur notre territoire et à recréer des conditions favorables pour donner le goût d'entreprendre et de créer des industries dans notre pays, c'est fondamental. En termes de dépendance, on pourra avoir le débat sur l'électricité, faut-il ou non se séparer de production d'électricité locale. Et alors le troisième changement fondamental, me semble-t-il, qui va avoir lieu, c'est sur le plan sociologique, que ce soit dans les relations humaines, la manière dont on aborde les autres, mais aussi dans la manière dont on travaille. On a vu le télétravail aujourd'hui, l'impact qu'il prend, on voit les conférences par vidéoconférence, la manière dont on doit moins se déplacer. Donc j'ai l'impression que sur le plan sociologique, il va aussi y avoir des changements fondamentaux. Donc à la fois sur le plan de la valorisation de certains métiers, la fiscalisation du travail, la réindustrialisation nécessaire de l'Europe et les relations sociales, je crois. Donc on irait peut-être vers une relocalisation des industries en Belgique ou en Europe et d'une modification des codes du travail, Bruno Coleman. Si on pense vraiment changement,
ça pourrait être inhérent à la crise, mais à quel point? Dans combien de temps on pourrait voir le paysage se modifier? Rapidement. Je pense que M. le ministre a raison. On va repenser ce qu'on appelle une politique industrielle, qui aurait dû être d'ailleurs pensée au moment de l'euro. L'euro était fondé sur la nécessité d'avoir une homogénéité industrielle. Ça n'a pas été fait. Et donc, c'est le bon moment d'en parler maintenant. L'autre élément, c'est que cette crise, en fait, par coïncidence, et je fais un peu de promotion pour mon prochain livre qui va sortir dans quelques semaines, est en fait le fait qu'on tourne une page, je l'ai écrit d'ailleurs avant la crise du coronavirus, on tourne une page qui est la page du néolibéralisme, né en 79-80, et qui, en fait, de manière un peu insidieuse, a considéré que l'État était superflu dans l'économie. Que les marchés, par leur spontanéité, la formulation du prix, étaient capables de donner une valeur, un prix à tout bien, notamment des biens sociaux. Et on a confondu la gestion des entreprises avec celle des États. Les entreprises sont là pour chercher le monopole éphémère, le monopole temporaire, pour imposer des prix, pour extraire une rente de situation. Un État doit bien sûr gérer des investissements productifs, mais doit trouver un équilibre dans des valeurs humaines et donner des biens publics gratuits ou quasiment gratuits à la population. Et on a cru qu'un État pouvait être géré selon les normes d'efficience d'une entreprise. Eh bien, c'était une erreur. Et je disais que c'était insidieux parce que c'est de manière très sournoise que les États se sont dilués dans ce contexte. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin des États. Et c'est tellement vrai que ce sont les États qui sauvent l'économie privée. Parce que sans Banque Centrale Européenne, sans aide sociale, comme M. le ministre l'a dit tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas de consommation. Donc, on va devoir repenser les choses dans une tempérance beaucoup plus subtile que ce qu'on a traversé pendant 40 ans. On ne pourra plus dire, en fait, les marchés savent tout et les États sont des incompétents. Au contraire. Et on aurait dû tirer ce message de 2008, parce qu'en 2008 et 2010, ce sont à ce moment-là aussi les États qui ont dû sauver les banques et sauver l'économie. Donc, je ne parle pas de propos communistes en disant ça. Je dis simplement que c'est un nouvel équilibre qui doit être trouvé. Alors, vous dites... on va retrouver une certaine confiance en l'État, comme si l'État était dissocié finalement des instances qu'il gouverne. Aujourd'hui, on note, toutes mes excuses, Monsieur Clarinval, une perte de confiance envers les politiques. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait voir naître de nouveaux mouvements politiques qui représenteraient cet État qui a été tellement salvateur pour le peuple ? Mais c'est très probable. Ceci étant, il ne faut pas jeter la pierre sur les politiques parce que la situation est tellement exceptionnelle, elle était quasiment impensable qu'on ne peut pas demander d'être capable de répondre à toute situation. Et d'ailleurs, on voit que tous les gouvernements dans tous les pays sont un peu hésitants, sont un peu pusillanimes. On ne sait pas comment trouver des réponses individuelles et des problèmes qui doivent être coordonnés. Mais c'est un test de crédibilité, c'est un test de confiance dans les institutions. Et je pense que, si vous parlez de nouvelles configurations politiques, je pense que la population belge n'acceptera plus, alors qu'en fait elle a été exposée, quelle que soit la classe sociale, qu'on ait été officier, soldat comme pendant les guerres, patricien ou plébéien, un choc sanitaire, et n'acceptera plus que la politique soit capturée dans des débats qui sont somme toute accessoires. Aujourd'hui, on a parlé de la vie humaine. Et je pense que la population belge exigera un refinancement de la médecine, par exemple. Je rappelle qu'il y a 1 an et 3 mois, je l'ai dit d'ailleurs dans un débat télévisé d'une chaîne concurrente en présence du ministre, on parlait de nouveau de la limitation des numéros UNAMI. Je vois que les examens sont programmés en août et en septembre. Oui, mais dire la population demandera. Sous quelle forme, comment, par quel biais ? Une expression citoyenne. Je pense que l'État doit mieux écouter ses citoyens. Par exemple, il y a eu l'année passée au mois d'avril, et toutes ces manifestations de jeunes qui portaient des messages en faveur du climat, ça n'a pas été écouté. Ça fait beaucoup de signaux maintenant. Et donc, si l'État veut garder sa crédibilité et récolter cet attribut de confiance que légitimement on lui donne, en évitant des dérives, il faut un autre type de démocratie. Et peut-être, ce n'était pas mon idée, mais pourquoi pas, passer à une démocratie participative plus intense, avec des points de contact beaucoup plus réguliers et respectueux de la population dans des débats sociétaux. Et on en parlera dans un autre débat qui sera consacré la semaine prochaine. Mais David Clarinval, le mot de la fin pour clôturer cette émission. Il y a donc les déficits budgétaires, il y a aussi les questionnements de la population, il y a l'intérêt pour un changement éventuel. Comment vous, en tant que personne et en tant que ministre, vous affrontez ce qui se dit et ce qui se pense ? Mais écoutez, tout d'abord, à court terme, moi je pense que nous devons, au sein du gouvernement, tout simplement travailler et faire le maximum pour éviter que les dommages sociaux soient importants. Et donc,
je peux vous assurer qu'avec Sophie Wilmès et tout le gouvernement... Ça fait partie des priorités. Oui, c'est tous les jours que nous travaillons là-dessus et sans cesse nous essayons de détecter des secteurs, des domaines qui auraient été oubliés parce qu'on ne peut pas penser à tout. Et donc c'est vrai qu'il y a une forme d'improvisation, disons-le, parce qu'une situation telle que celle-là était quand même inédite depuis des décennies et donc on essaye de faire le mieux possible en fonction des problèmes qui sont sur la table. Je pense que quand on compare avec les autres pays, on n'a pas à rougir de la comparaison. Mais il est clair qu'il faudra aussi tenir compte des leçons que nous devrons prendre de cette crise. Et on vient de le dire, la réindustrialisation pour moi est fondamentale. La revalorisation des métiers qui sont au cœur de la lutte aujourd'hui devra être sur la table aussi. Et sur le plan plus général, il y aura sans doute un changement dans la manière dont les gens vont appréhender la vie en société. Et donc je crois qu'il faut rester optimiste parce que même si c'est vrai que cette crise est inédite, même s'il y a des morts, même s'il y a des situations de souffrance terribles, il faut regarder de l'avant et espérer qu'on puisse mettre en place les outils qui nous permettront d'avoir une situation meilleure. Excellent mot de la fin, David Clarinval. On l'a bien vu sur cette émission. Le système économique nous montrera peut-être quelle société nous redécouvrirons après cette crise Covid-19. Merci à nos 4 invités, Bruno Coleman, David Clarinval, Kenneth Bertrams et Lucien Régaud, d'avoir été avec nous ce soir. Il est 20h56. Très belle soirée à vous et à demain soir pour une nouvelle émission. À très vite.